Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, après les tribulations d'Aurélie Planex en tram, place aux réponses à vos questions avec Gilles Petit qui est resté avec nous. Gilles, on attaque avec une question qui nous vient de Lyon et c'est Viviane qui a entendu parler du crédit patrimonial et qui s'interroge sur ce que c'est. Ce que c'est que ce crédit patrimonial. Oui, c'est assez bizarre comme appellation. Oui, alors, crédit patrimonial, ça se destine à une clientèle plutôt haut de gamme. Donc, c'est quelqu'un qui paye environ au minimum, on va dire 3 millions d'euros d'ISF par an. Ah oui. Oh, quand on est propriétaire d'une belle maison, on peut y être rapidement quand même. Alors le principe, c'est quoi? C'est finalement de permettre de faire du crédit à quelqu'un qui n'aurait pas de liquidité. Donc quelqu'un qui aurait des placements soit dans des fonds à échéance, par exemple, des fonds à capital garanti mais à échéance, soit qui aurait des placements immobiliers et qui ne pourrait pas les vendre tout de suite. Eh bien, en face de ces biens-là, on va mettre un crédit et donc permettre de faire d'autres opérations aux clients en question. Donc, mais qui met l'argent? Qui met l'argent? Alors c'est par exemple, ça donc peut Viviane, si elle paye 3 millions d'euros d'ISF, écoutez, il y a des assureurs qui font ça. Qui proposent ça, je ne vais pas donner de nom ici, mais des assureurs qui le font, et donc ils vous proposent ça. Imaginons que vous avez que de l'immobilier, vous voulez diversifier vos biens, ils vont vous permettre, vous avancer de l'argent, et vous allez pouvoir par exemple ouvrir un contrat d'assurance vie ou un PEA, selon. Et ça a un intérêt fiscal. Alors, c'est un intérêt fiscal, oui, parce que finalement, c'est de l'argent qu'on vous avance. Donc, vous ne serez imposé que sur la partie que vous débloquerez ensuite. Si vous faites votre vente sur vos plus-values immobilières ou vous sortez de votre contrat d'assurance vie. Alors, pourquoi est-ce que c'est réservé à ceux qui payent un ISF assez fort? Parce que c'est, si vous voulez, il faut quand même que les gens qui vous proposent ça s'y retrouvent et gagnent un peu d'argent. Donc le taux qui est pratiqué sur le prêt qu'on vous fait n'est pas le taux que vous allez trouver par exemple chez un courtier en ligne. Par exemple, si vous avez du 3%, chez ces gens-là, vous aurez du 4%. Mais le principe, si vous voulez, c'est une sorte de porte d'entrée pour ces gens-là, de façon à gérer votre patrimoine plus largement ensuite. Donc on vous fait un premier crédit ensuite et après on vous accompagne dans votre démarche patrimoniale. Le crédit patrimonial. Voilà. Réservé au haut du panier. Quoi. Un nouveau terme. Un nouveau terme, crédit patrimonial. Allez, autre question de Thibaut. On entend souvent dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc Thibaut vous demande s'il doit multiplier ses banques, placer son argent dans plusieurs banques à la fois. Alors Thibaut, j'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce que toutes les études le montrent depuis de nombreuses années. La fidélité chez un banquier est rarement récompensée, voire jamais. Donc il n'est pas idiot effectivement par exemple, si on est vraiment très frileux, conserver un compte chèque traditionnel chez un banquier en dur et de mettre vos placements financiers, PEA, assurance vie, chez des courtiers en ligne. Pourquoi? Parce que ces gens-là pratiquent généralement des frais qui sont bien inférieurs à ce qu'on peut trouver dans une banque en dur. Mais est-ce que quelque part on ne pèse pas plus auprès de son banquier quand on y laisse tout son argent, quand on y amasse une grosse somme d'argent? Ça nous donne quand même une plus grosse influence auprès de lui. Oui, on peut dire ça, mais finalement... Quand on fait du crédit patrimonial. Voilà, c'est ça, quand on fait du crédit patrimonial. On peut dire ça, mais finalement, moi qui suis fidèle à ma banque depuis 15 ans, je peux vous dire que j'ai pas vraiment ressenti ce pouvoir par rapport à mon banquier. Non, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, généralement, ce qui se passe pour les gens, c'est que quand on fait un crédit immobilier, on se retrouve à faire migrer tous ses avoirs dans cette banque-là. Et donc on se retrouve un peu prisonnier, pieds et poings liés sur des produits qui ne sont pas forcément intéressants. Donc oui, il faut diversifier pour une raison supplémentaire aussi, c'est que finalement, on avait vu ça au moment de la crise, si on est dans plusieurs établissements bancaires, si jamais l'un d'entre eux fait faillite, ou s'ils venaient tous à faire faillite, vous bénéficieriez d'une garantie chez chacun d'entre eux. De 100 000 euros, a priori. C'était même plus à l'époque, on pouvait aller jusqu'à 170 000 euros. 170 000, ouais. D'accord. Bon voilà, donc il faut multiplier les banques, et c'est comme ça qu'on devient heureux et qu'on gagne plein d'argent, en tout cas qu'on préserve son argent. Voilà. C'est le conseil de Gilles Petit. Voilà donc pour la réponse qu'on pouvait apporter à Thibaut. On s'intéresse maintenant à la question de Romain qui possède un capital de 8 000 euros à placer. Son livret A est plein, son PEL est terminé avec un taux rémunérateur plus intéressant qu'en ce moment. Et il souhaiterait savoir quel est le meilleur placement sur du court terme, 1 ou 2 ans, car il envisage de devenir propriétaire. Il s'était renseigné sur les SCPI dont le taux était intéressant, mais la durée du placement lui paraît trop longue. Ouais.
Alors là, c'est une question qui est difficile. D'arbitrage. C'est une question d'arbitrage, mais elle est assez difficile parce que on connaît pas l'étendue du patrimoine de la personne qui la pose. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, Ils en dit beaucoup, mais pas assez. Exactement, exactement. C'est tout l'objet de la gestion patrimoniale justement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le contexte actuel, et vu la fiscalité qui se profile, et même si la durée du placement est longue, un contrat d'assurance vie est peut-être une bonne solution. Alors, soit cette personne-là a déjà un contrat d'assurance vie, auquel cas elle va jouer sur la date d'antériorité. Donc si ce contrat a plus de 8 ans, finalement ça va être très intéressant de placer à 2 ans et de faire un retrait d'ici 2 ans. Soit c'est une personne qui n'a pas de contrat d'assurance vie, et dans ce cas-là je lui recommande de se tourner vers des courtiers en ligne. Pour 2 raisons. La première, les frais sont réduits, les droits d'entrée généralement 0%, et les taux de rendement sur les produits en euros sont bien supérieurs à ceux du marché. Donc ça permettrait pour lui de préserver son capital, le préserver de la fiscalité, le préserver de l'inflation et le garder pour plus long terme. Et ce qu'on ne sait pas chez cette personne-là, j'y pense maintenant, c'est est-ce que ce PEL est plein ou pas? Est-ce qu'il a atteint le plafond ou pas? Donc on n'a pas vraiment toutes les données pour peut-être à l'assurance vie, ça peut être. Mais l'assurance vie pour préserver son capital aujourd'hui, c'est la meilleure solution. D'autant plus que finalement pour un placement immobilier, on peut des fois attendre très longtemps avant de le faire. Donc finalement, peut-être que d'ici 5 ans ou 8 ans, cette personne-là ne fera il part sur une idée d'un ou 2 ans, mais peut-être que ça durera plus longtemps. Ça peut être plus long, tout à fait. Et voilà, réponse à Romain donc, qui nous posait cette question sur 8 000 € à placer. Allez, tout de suite, on va passer à l'essentiel de l'info et on continuera à répondre à vos questions juste après. L'essentiel de l'info donc avec Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'horizon s'assombrit encore un peu plus. À l'UMP, Jean-François Copé remet en cause le référendum interne décidé hier. Il affirme que les conditions ne sont plus réunies pour l'organiser car François Fillon a créé un nouveau groupe parlementaire. Ce à quoi l'ancien Premier ministre répond que dès qu'il y aura un accord sur un nouveau vote, son groupe réintégrera l'UMP. Le dossier ArcelorMittal, Arnaud Montebourg va recevoir ce soir des élus locaux et des représentants syndicaux. Une rencontre pour faire le point sur le site de Florange. Elle intervient à 3 jours de l'ultimatum posé par ArcelorMittal pour la reprise des hauts fourneaux. François Chérec vit aujourd'hui son dernier jour à la tête de la CFDT. Après 10 ans passés donc à la tête du syndicat, il va céder sa place à son dauphin désigné, Laurent Berger. Et puis cette nouvelle circulaire était très attendue. Manuel Valls a dévoilé ce matin les nouveaux critères de régularisation des sans-papiers. Des critères exigeants qui imposent au moins 5 ans de présence en France. C'était l'essentiel de l'info. On vous retrouvera Sophie dans moins d'un quart d'heure. À tout à l'heure. Le CAC 40, lui, recule un peu, moins 0,3%. On est à 3489 points. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et tout de suite, on continue de répondre à toutes vos questions sur votre argent. Les réponses ce matin de Gilles Petit, rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Une question de Rita. Rita, apparemment, n'a pas tellement confiance dans son conseiller financier. Elle vous demande si n'importe qui peut devenir conseiller financier ou s'il faut des diplômes. Alors, Rita, oui, il existe des diplômes. Alors, ce qu'il faut dire en préambule, c'est que le statut de CGPI, donc conseiller en gestion de patrimoine indépendant, n'est pas un statut légal. Il n'existe pas en tant que tel. Il y a pas donc, en préambule, voilà. Tout le monde peut poser sa plaque et dire je suis conseiller en gestion de patrimoine. Oui, sauf que il existe des formations en gestion de patrimoine et lesquelles sont notées chaque année et donnent lieu à un classement qui est publié chaque année. C'est le classement SBMG qui est disponible librement sur Internet, donc on peut le consulter. Si on n'est pas dans le classement, ça veut dire que... c'est plutôt inquiétant. C'est plutôt inquiétant parce que ce classement, dans ce classement, on trouve vraiment les formations les plus reconnues et les meilleures auprès des professionnels. Donc généralement, Rita, si votre conseiller a fait par exemple Clermont-Ferrand, qui est une université très réputée, il n'y a pas de problème, normalement vous avez affaire à un bon conseiller. C'est pareil pour Paris-Dauphine, c'est pareil aussi pour le SCP Europe qui était classé parmi les premiers cette année. Il y a vraiment, et chaque année on retrouve un peu les mêmes. Donc déjà, ça donne une idée sur la qualité de la personne. Donc, pour votre CGPI, vous pouvez déjà voir quelle formation il a fait, lui demander, c'est pas un crime. Ensuite, il existe par ailleurs un statut qui a été créé par l'autorité des marchés financiers qui s'appelle le statut CIF, conseiller d'investissement financier. Ce statut-là permet de davantage réglementer cette profession de conseiller.
C'est-à-dire que l'AMF procède à des contrôles et vérifie bien que les produits sont commercialisés dans les meilleures conditions. On ne vend pas n'importe quel produit à n'importe qui. Voilà. D'accord, ça veut dire que voilà, le conseiller n'est pas forcément super compétent, mais en tout cas la façon dont les produits sont délivrés, elle, est saine. Oui, mais généralement ce sont quand même des gens compétents dans ce qu'ils conseillent. Après, ils n'ont pas forcément une étendue sur tous les produits, mais dans ce qu'ils conseillent, généralement ce sont des gens compétents. Et puis il y a le bouche à bouche aussi, hein, tout simplement. Bien sûr. Le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille. Les fantasmes de Cédric. Bah, voilà. On ne veut pas savoir, Cédric. Après le tram, bon. Après, ouais. On verra ça comme ça. Question de Marie-Claude à Colombes. Quelle est la différence entre un ETF en réplication physique et un ETF en réplication synthétique? L'un est-il plus risqué que l'autre? Alors, on ouvre le capot des produits en bourse. On s'intéresse à la façon dont est construit le moteur. Exactement. Et comment ça marche? L'ETF synthétique, en fait, repose sur des produits dérivés, hein, c'est pas un gros mot. L'ETF physique, lui, réplique finalement le panier d'actions de l'indice qu'il suit. La différence entre les deux, est-ce plus risqué ou moins risqué? La question s'est jamais posée jusqu'à la crise de 2008, où là, d'un seul coup, on s'est dit... Maintenant, elle se pose. Voilà, produits dérivés, oulala, c'est dangereux. Le fait est que l'industrie est quand même énorme hein, sur les ETF. Aucun acteur n'a intérêt à ce qu'un de ces produits fasse faillite. Donc, quand bien même il y aurait un problème sur l'un de ces produits, il y aurait quelqu'un en face pour rembourser. Il y a un risque de réputation qui est énorme dessus. Et la différence qu'on pourrait noter entre les deux, c'est qu'il y en a qui ont pu dire ça sur Lehman, hein. Oui, bien sûr, mais Lehman, c'était aux États-Unis. Là, on parle de gens qui font des produits et qui les commercialisent en France. Et généralement, ce ne sont pas des gens de la même taille, mais qui sont quand même assez solides sur la question. La différence entre les deux, finalement, et ça c'est assez important, c'est que même si vous optez pour un ETF physique, donc qui suit et qui réplique le panier d'actions, généralement, il y a une petite différence. Les synthétiques sont plus proches dans la réplication de performance que les physiques. Parce que ça coûte plus cher d'acheter les actions que de monter un petit produit financier. Donc il y a des frais. Voilà. Et qui impacte la performance, forcément. Voilà pour la composition du moteur. Et la réponse pour Marie-Claude. Une question de Paul. Paul vient de découvrir les certificats leverage et short. Ça coûte encore moins cher qu'un tracker, nous dit-il, et du coup il ne comprend pas pourquoi ces produits ne sont pas davantage mis en avant dans les magazines financiers, comme le vôtre peut-être d'ailleurs. Alors, Paul, déjà on en a parlé le mois dernier hein, dans mon magazine, donc je vous invite à le relire. Pourquoi on n'en parle pas davantage? C'est déjà parce que ce sont des produits qui sont risqués. Donc ils ne sont pas à mettre entre les mains de tout le monde. La différence entre un tracker et un certificat, c'est que le tracker bénéficie de l'enveloppe du fonds, du FCP, enveloppe juridique, qui assure une certaine protection. Le certificat, c'est simplement une enveloppe obligataire. Donc vous pouvez vraiment tout perdre. Hein. Ça déjà, c'est vraiment, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ensuite, pas de filet de sécurité. Voilà. Ensuite la question sur les shorts et les leverage. Oui. Bon, ce sont quand même des produits qui sont des Ferrari, donc il faut faire très attention. Hein. L'effet de levier est calculé quotidiennement. Je pense notamment, là, parce que effectivement, je pense que ce monsieur-là a dû voir ces produits sortir, des produits qui sont sortis sur l'or et le pétrole et qui permettent un effet de levier de 5. Donc vous avez des produits avec bien quand c'est à la hausse. C'est bien quand c'est à vous, mais vous pouvez faire du leverage ou du short. Donc vous pouvez shorter aussi les produits. Simplement ces produits-là, donc c'est 5, c'est un effet de levier qui est quotidien, calculé chaque jour. Donc vous pouvez très vite perdre votre mise. Et en plus, c'est indexé, c'est calculé en euros et c'est indexé sur des indices qui sont en dollars. Donc attention. Attention, donc voilà pourquoi on n'en parle pas plus. C'est réservé vraiment aux aficionados de la bourse et à ceux qui tradent tous les jours. Ouais, vous êtes quand même coupable. Vous en avez parlé récemment dans votre magazine. Vous l'avez quand même. J'en ai parlé récemment parce que il y a des gens qui s'intéressent à ces placements-là. Il ne faut pas les négliger. Les certificats leverage et short. Allez, encore une question patrimoniale. Visiblement, Christophe qui a 30 000 € et il veut les investir. Est-ce qu'il doit d'abord remplir des livrets et du LDD pour en sécuriser une partie, pourquoi pas la moitié, et il veut investir le reste dans une assurance vie ou dans un investissement locatif. Est-ce qu'on valide sa stratégie? Eh bien oui, après ça dépend de son profil de risque, mais oui, faites comme les gens en banque privée, les gens très riches, c'est-à-dire que vous commencez par remplir vos livrets. Une fois que tous ces livrets-là, les livrets défiscalisés sont pleins, vous intéressez à d'autres types de placements. Ça se fait en banque privée pour les gens très riches, donc faites pareil. Là, vu le relèvement des plafonds sur les livrets, effectivement, on pourrait quasiment placer les 30 000 € uniquement dans les livrets. Je pense que, comme il le présente lui-même,
ça peut être intéressant d'ouvrir 30 dates sur un contrat d'assurance vie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être intéressant, même 300 € sur un contrat d'assurance vie, puisqu'on comme ça on aura l'antériorité fiscale pour plus tard, si jamais on a plus d'argent, on mettra cet argent sur l'assurance vie. Eh bien voilà, la stratégie en tout cas semble pas mauvaise. Voilà pour les questions et le temps qui nous était imparti, qui est écoulé. Merci Gilles Petit, donc le rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune, était avec nous aujourd'hui. Et à bientôt. Le CAC 40 perd 0,3%, 3491 points. BFM Business,